Avant 20h30, ça sera tout à l'heure avec Edoui Plenel pour un grand débat pour essayer de chercher à comprendre ce qui s'est passé en France depuis 15 jours avec des juristes, des politiques, des chercheurs et des intellectuels qui nous rejoindront tout à l'heure. Ce 19h sera consacré aux guerres extérieures, les guerres menées par la France à l'étranger, mais aussi les lointaines et pas si lointaines, comme on le voit, causes de ce qui se passe depuis 15 jours. La Syrie, le Yémen, et puis bien sûr l'Irak, absolument sans dessous-dessous, vous avez compris, depuis l'intervention américaine de 2003. Donc ce débat avec Joseph Confavreux de Mediapart va réunir un journaliste, David Thompson, bonjour. Bonjour. Vous publiez ce livre qui est là, c'est aux éditions des Arènes, Les Français djihadistes, je crois qu'ils sont 18 pendant plusieurs mois. Vous les avez suivis, vous les avez écoutés. Il est assez peu question du Yémen, mais il est quand même dans le livre. Et il est beaucoup question un peu de l'Irak et surtout beaucoup de la Syrie. Et puis un chercheur, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir, Pierre-Jean Luizard. Vous allez publier, je vais montrer la couverture, après de nombreux livres consacrés à l'Irak, vous allez publier à la découverte, ça sera le 18 février prochain, le piège Daesh, bien que vous disiez préférer parler d'État islamique, puisque Daesh a tout de suite une consonance péjorative, le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire, ça sera aux éditions La Découverte le 18 février. Joseph. Avant de cerner ce qu'est l'État islamique et de s'interroger sur ce djihadisme qui est devenu ici et là-bas la nouvelle figure de la terreur, j'avais presque envie de commencer, Pierre-Jean Luizard, par votre conclusion. C'est-à-dire que vous nous dites que cet État islamique dont il y a tout juste un an, quasiment personne ne connaissait l'existence, est aujourd'hui déjà en train non seulement de déstabiliser la région, mais de remodeler le Proche-Orient tel qu'on l'a connu depuis plus d'un siècle. En quoi, comme vous l'écrivez, 2014 aura peut-être été l'année où tout a basculé ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'État islamique est l'élément catalyseur de l'effondrement du système étatique auquel on assiste aujourd'hui au Moyen-Orient. Il s'engouffre simplement dans un effondrement des États qui a eu lieu sans qu'il intervienne, puisque aujourd'hui, sur le territoire de l'État irakien, se font face trois entités à prétention étatique. Le gouvernement central, qui n'a plus rien de central, donc de Bagdad, le Kurdistan et cet État islamique qui a lui aussi des prétentions islamiques. Donc l'État islamique n'est fort que des faiblesses de ses adversaires et il est fort d'avoir été le premier à proclamer la mort de l'État irakien en quelque sorte. Et comment est-ce qu'on explique toutefois quand même la vitesse à laquelle, s'il n'est pas ni la seule conséquence, ni même le seul catalyseur effectivement de ce à quoi on assiste, comment est-ce qu'on explique la vitesse de son apparition et de son développement ? Alors, je pense qu'on peut évoquer les raisons qui tiennent au temps court et les raisons qui tiennent au temps long. Je vais essayer d'être bref. Au temps court, il y a eu l'échec de l'intégration des Arabes sunnites d'Irak au système politique que les Américains ont tenté de fonder depuis 2003, donc est dominé par les exclus de l'ancien système fondé par les Britanniques en 1920, à savoir les chiites et les Kurdes. Et les Arabes sunnites, désespérant de pouvoir trouver une place autre que celle d'une minorité sans ressources et sans pouvoir dans le système politique en place, ils se sont donc donnés à l'État islamique. Il y a eu aussi des circonstances ponctuelles, conjoncturelles, qui ont vu notamment un marché passer conjoncturellement entre une partie des dirigeants kurdes, en l'occurrence le Parti démocratique du Kurdistan de Barzani et l'État islamique, puisque maintenant en Irak, chacun joue une partition communautaire et non plus une partition au niveau étatique. Ça veut dire que les Kurdes ont d'abord été leurs alliés, avant de devenir leurs adversaires. On est au Moyen-Orient, donc les alliances et les contre-alliances sont très rapides. Les Kurdes avertissaient depuis plusieurs mois le gouvernement de Nouri al-Maliki du fait qu'une offensive majeure se préparait de l'État islamique avec des cellules dormantes de plus en plus actives dans la ville de Mossoul, et ils proposaient au gouvernement central leur service
services, si l'on peut dire. Les services des Kurdes, bon, peut-être vous vous souvenez des très mauvaises relations que Nouri al-Maliki entretenait avec les Kurdes, puisqu'il les accusait d'outrepasser, et ce qu'il faisait évidemment de très loin, ce que le fédéralisme leur accordait, en se comportant comme un État quasi indépendant. Et Nouri al-Maliki a refusé donc l'aide des Kurdes, pensant que les Kurdes voulaient en profiter pour occuper les fameux territoires disputés, ce qui était bien le cas, puisque l'alliance avec le gouvernement central ayant échoué, Barzani s'est tourné vers l'État islamique et ils se sont répartis les territoires récupérés sur l'armée irakienne. Mossoul à l'État islamique, Kirkouk et une partie des provinces disputées aux Kurdes. Joseph, on peut peut-être poser la même question à David Thompson, parce qu'en fait, votre livre date maintenant d'une petite année. Donc, en fait, l'État islamique ou Daesh n'avait pas encore cette popularité, tous les guillemets qu'on veut, et puis aussi cette façon de communiquer, y compris par l'horreur et par la terreur, décapitation, vidéos les plus sanglantes possibles, etc. Est-ce que, pour ce que vous en savez, les jeunes Français fascinés pour eux, c'est le Levant, c'est-à-dire que c'est une partie de l'Irak, c'est la Syrie. Est-ce que Daesh, l'État islamique, est devenu une source de fascination supplémentaire depuis un an ? Clairement, oui, à tel point que au moment où j'écrivais mon livre et j'ai commencé mes entretiens avec des jeunes djihadistes français, ceux qui partaient se répartissaient, on va dire, à 50-50 à part égale entre les deux groupes djihadistes de l'époque, l'État islamique est en train de naître dans sa partie syrienne et Jabhat al-Nusra, branche officielle d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, il y a eu une lutte à mort qui s'est engagée entre les deux groupes en Syrie, une guerre d'extermination, notamment dans certaines villes, en particulier dans la ville de Deir ez-Zor, et ça a poussé un certain nombre de Français à quitter Jabhat al-Nusra et à rejoindre l'État islamique. Et aujourd'hui, aucun autre groupe djihadiste, effectivement, ne communique de façon aussi sophistiquée que l'État islamique. Si on compare la communication de Jabhat al-Nusra ou de n'importe quel autre groupe djihadiste de la planète, ça n'a rien à voir. Et effectivement, ça a un effet de fascination très fort. Ajouté à cela la proclamation du califat, qui a eu un effet galvanisant également important sur les Français, mais pas seulement, sur toutes les populations djihadistes, puisque... Et l'autre événement qui s'est passé depuis la rédaction de votre livre, qui va bientôt connaître une nouvelle édition, donc, puisque vous avez suivi en fait là, tous ces djihadistes avec lesquels vous entretenez, vous continuez à vous entretenir avec eux, mais c'est évidemment les attentats de Paris. C'est vrai que quand on lit votre livre, c'est quand même, ces gens-là sont tournés vers le départ, ces Français djihadistes. Est-ce que des itinéraires comme ceux des frères Kouachi ou de Koulibaly sont le marqueur d'un nouveau type de djihadisme qui ne chercherait plus à partir, ou est-ce qu'au fond les motivations, les recrutements, les profils sont les mêmes ? En fait, les profils sont les mêmes et c'est des profils qu'on retrouve depuis longtemps, depuis les années 90. Peut-être même avant. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'ampleur du phénomène. On est dans une ampleur qui est totalement inédite. Si on compare la population djihadiste française de l'époque du premier djihad contemporain, l'Afghanistan, on est sur des chiffres qui sont aujourd'hui 15 fois supérieurs en termes de population djihadiste. Donc ça n'a absolument rien à voir. C'est 40 en Afghanistan et là on est à peu près 40 et aujourd'hui on a dépassé les 400 sur place, 200 qui sont rentrés et le fameux chiffre de la population qui est concernée par le phénomène, 1400 personnes en France, 3000 personnes à surveiller si on prend la population au sens large. 1400 personnes sont parties ? Non, ça c'est la terminologie officielle du ministère de l'Intérieur. 1400 personnes impliquées, c'est-à-dire liées de près ou de loin au phénomène, aux filières syriennes. Mais sur place, on est sur 400 ressortissants, 200 sont rentrés. C'est des gens qui rentrent et qui savent qu'au retour, c'est la prison qui les attend. Donc, c'est des gens qui sont vraiment, parfois, qui rentrent traumatisés, fatigués, qui en ont assez. Et on a vraiment une infime minorité parmi eux qui rentrent avec des intentions terroristes. Même si, actuellement, en Syrie, lorsque vous posez la question à un Français, la plupart, en tout cas, espèrent que la France soit frappée, espèrent la frapper, ce qui n'était pas le cas il y a encore un an. Et c'est toujours compliqué de faire les lignes de partage, mais à la fois sur les succès de l'État islamique et sur, comme ça, l'essor d'un djihadisme français, on a toujours envie de se demander, est-ce qu'on peut faire la part entre les motivations religieuses et les motivations politiques ? Ça, c'est difficile, c'est une grande question.
c'est vrai que beaucoup partent avec des connaissances très parcellaires de leur religion. Il y a effectivement des cas de jeunes qui sont partis qui ne faisaient pas la prière 2 semaines avant de partir. C'est une réalité. Ça ne résume pas le phénomène dans sa globalité, mais c'est une réalité. Certains étaient encore dans la délinquance peu de temps avant de partir. Hein. Il y a un émir qui parle dans mon livre, un émir, le mot est peut-être un peu fort, qui se moquait du groupe adverse en disant lui, il vendait du shit 2 semaines avant de partir en Syrie. C'est pas totalement faux. Même si certains pratiquaient la religion depuis un peu plus longtemps. Dans le panel sur lequel j'ai travaillé, c'est quand même un des points communs entre tous. C'est des gens qui se considèrent tous comme convertis, qu'ils soient de tradition arabo-musulmane ou pas. C'est des gens qui sont dans la religion, dans cette pratique, depuis quelques mois, voire quelques années. Ils ont tous plus ou moins une vie d'avant, ce qu'ils appellent la jahiliya, c'est-à-dire l'époque de l'ignorance. Et à cette époque-là, dans cette vie-là, c'est des gens qui, finalement, menaient la vie de beaucoup d'autres jeunes Français. Boîtes, discothèques, sorties avec des filles, délinquance pour certains. Et il y a une démarche un petit peu rédemptrice pour eux, notamment pour ceux qui sont passés par la délinquance et la prison, même si, je rappelle toujours que, en fait, ceux qui sont passés par cette case prison et délinquance, finalement, c'est une minorité. Aujourd'hui, la majorité ne sont pas passés par la prison, parmi ceux qui sont en Syrie. On a un effet de loupe sur cette population-là, parce que c'est peut-être la population qui a le plus de propension à passer à l'action violente, mais c'est pas le cas de tous. Donc la phrase qu'on a coutume de répéter depuis 15 jours, qui dit en gros la prison est l'école supérieure du djihadisme, vous la trouvez exagérée ? Disons que c'est une réalité. C'est une réalité forte. Il y a un lien entre délinquance et djihad, entre prison et djihad. Mais je pense qu'il y a un effet de loupe sur les anciens délinquants au sein de la population djihadiste, parce que c'est plus souvent eux qui passent à des actions violentes, parce que, en fait, avant d'être djihadistes, ils avaient cette violence en eux. Certains avaient déjà le déclic, passé le tabou de la mort et de donner la mort. Et donc, cette violence, ils l'ont gardée dans le djihad. Pierre-Jean Luizard, pardon, est-ce qu'ils sont demandeurs ? Est-ce que Daesh est demandeur ? Est-ce que l'accueil et se dire, voilà, alors évidemment, nous, dans notre imaginaire d'occidental, c'est les brigades internationales. Se dire, voilà, il y a des gens qui vont nous rejoindre, des jeunes gens qui viennent d'Occident, épouser notre cause, des combattants. Est-ce qu'il y a un désir de recrutement du côté Daesh ? Oui, il y a un désir de recrutement, autant sur le plan politique, et je dirais même plus sur le plan politique que sur le plan de l'aide, puisque beaucoup de ces apprentis djihadistes n'ont aucune formation militaire. Donc voilà, l'utilité sur le terrain est certainement beaucoup moindre, par exemple, que celle représentée par les ex-officiers de l'armée de Saddam Hussein, qui, eux, ont une expérience réelle. Mais ce sont des militaires de carrière. Voilà, des militaires de carrière. Mais elle est importante parce que l'État islamique se veut le propagateur d'un universalisme, contre l'universalisme des droits de l'homme et des valeurs que les démocraties occidentales veulent défendre. C'est un universalisme qui entend opposer non pas l'Orient à l'Occident, non pas le Moyen-Orient arabe à une Europe chrétienne ou autre, mais bien l'islam à la mécréance. Et on a vu ces vidéos extrêmement symboliques où l'on voyait en posture de bourreau des jeunes issus donc de la conversion des jeunes qui n'étaient pas originaires de la région, et cela voulait dire, voilà, vous avez, votre universalisme, nous avons le nôtre. Et par exemple... Oui, vous avez votre coalition voilà, internationale, nous avons notre coalition, et si vous allez dans une ville comme Raqqa, par exemple, ou Deir ez-Zor, vous avez des brigades féminines qui sont constituées de jeunes femmes qui ne parlent pas ou très mal arabe, la plupart d'entre elles sont constituées de jeunes européennes ou étant nées en Europe, et elles sont donc chargées de contrôler la conformité islamique des femmes syriennes. C'est nouveau, ça ? Non, je vous pose la question parce que David Thompson, dans son livre, raconte que pour les compagnes de ces djihadistes français qui partent vers la Syrie, essentiellement, dans son livre, c'est l'ennui assuré. C'est-à-dire que c'est un rôle de femme au foyer laissée à l'arrière dans des conditions en plus très précaires, et qu'en fait, vous me corrigez si je me trompe, ils ne savent pas quoi en faire.
Alors, tout dépend effectivement. Les compagnes de djihadistes peuvent avoir un rôle secondaire, mais en l'occurrence, là, la brigade Al-Khansa de Raqqa et de Deir ez-Zor est constituée de jeunes femmes qui sont parties faire le djihad seules et qui donc sont des militantes. Quand on lit votre ouvrage, Pierre-Jean Luzard, enfin quand on le lira puisqu'il n'est pas encore sorti, on voit effectivement à quel point l'État islamique s'est développé sur la condition faite aux sunnites dans l'Irak post-guerre. Et vous racontez quand même un épisode dont on n'a pas beaucoup entendu parler en France, qui est qu'il y a en 2012-2013, dans la foulée des printemps arabes, des manifestations de sunnites pacifiques qui, d'une certaine manière, ressemblent à ce qu'on voit au même moment en Syrie, et que l'État irakien, que d'une certaine manière la diplomatie française en particulier et occidentale en général soutient, réagit à peu près comme Bachar el-Assad. Oui, il y a eu, enfin, il y a quand même des degrés différents. Si vous voulez, le régime de Nouri al-Maliki n'avait pas les moyens dont Bachar el-Assad pouvait disposer. Premier ministre chiite, voilà, qui a été remplacé par un autre. Mais il est vrai que les sunnites n'ont pas réussi à s'intégrer. Pour quelles raisons ils n'ont pas réussi à s'intégrer? Parce que le système que les Américains ont fondé en Irak était un système à la libanaise, mais qui ne s'avouait pas. La seule identité, en dehors de l'identité irakienne, qui était reconnue, c'était les identités ethniques arabes et kurdes. Mais dans la Constitution de 2005, on ne trouve pas un mot sur les sunnites ou les chiites, alors qu'effectivement, les politiciens ont été recrutés à partir de leur appartenance à une de ces deux communautés. Donc les chiites et les kurdes se sont répartis les postes, les sunnites ont été marginalisés, ils ont boycotté les élections pendant longtemps, et quand ils ont commencé à participer aux élections dans l'espoir de s'intégrer dans le système, leurs principaux politiciens ont été l'objet de poursuites, accusés de meurtre, condamnés à mort pour certains, et la plupart sont donc aujourd'hui en exil au Qatar, en Arabie Saoudite ou en Turquie. Et ces mouvements auxquels vous faites allusion étaient des mouvements contre l'autoritarisme de Nouri al-Maliki en 2013-2014, à un moment où une partie des Arabes sunnites pensait encore possible une intégration au système. Ce qui s'est avéré, c'est que la réponse du gouvernement a convaincu les derniers hésitants qu'une telle intégration n'était pas possible. Beaucoup d'eux, du coup, ont accueilli finalement, non pas comme une armée étrangère, les troupes de l'État islamique, mais comme des gens qui venaient plutôt les soutenir. Tout à fait. L'armée étrangère, notamment à Mossoul, c'était l'armée irakienne. Cette armée irakienne qui se comportait comme une armée de prédateurs, organisant un racket généralisé, suscitant des pénuries artificielles sur les marchés pour faire monter les prix et gérant la ville à travers des réseaux de clientélisme. Toute cette gestion de la ville de Mossoul a fait que quand l'État islamique est arrivé à Mossoul, ceux qui sont restés dans la ville ont accueilli l'État islamique non pas comme une armée étrangère, mais comme des libérateurs. Mais est-ce que la diplomatie française et occidentale a d'autres choix que de soutenir cet État irakien qui est prévaricateur, confessionnaliste, violent ? Alors c'est une grande question que vous posez parce que effectivement on ne remet pas en cause un système étatique et des frontières aussi facilement dans une région aussi sensible que le Moyen-Orient. Simplement, comme je le dis dans mon livre, le Moyen-Orient que nous avons connu ne pourra pas ressusciter. L'État irakien, je pense, est définitivement derrière nous. La division de l'Irak est un fait irréversible et il vaut mieux en prendre acte plutôt que de continuer à traiter avec un État irakien et à l'aider à recouvrer sa souveraineté sur des régions qui ne veulent absolument pas le retour de l'État irakien. Ni les Kurdes ni les Arabes sunnites ne souhaitent un retour de l'armée irakienne dans leur région. Donc c'est très difficile, mais il faudrait peut-être que les diplomaties occidentales anticipent la fin d'un certain nombre d'États et le remodelage du Moyen-Orient. Quand on lit votre livre et qu'on entend Pierre-Jean Luzard, on se dit
ils n'ont aucune idée, en fait, parce que ce que vous racontez, c'est quand même un islam Internet qui frappe par sa rapidité, c'est-à-dire qu'on peut se convertir en quasiment quelques jours, enfin quelques semaines, et puis par ailleurs la facilité du déplacement, c'est-à-dire qu'on se retrouve à la frontière syrienne, c'est dit à un moment dans le livre, en une journée. On peut faire France-Syrie et on est à la frontière syrienne. Et on se dit qu'il tombe dans un conflit qui est une guerre civile, évidemment, quand même d'une effroyable complexité, vu que la minorité alaouite est au pouvoir et que c'est une partie du chiisme, hein, si j'ai bien compris, et que les gens qui se retrouvent précipités, armes à la main, pour leur salut, ne comprennent absolument rien à tout ça, ou si quand même. En tout cas, ils ont compris que l'État islamique n'a que des ennemis, et que tous ceux qui sont contre l'État islamique sont par nature des apostats, à leurs yeux. Et surtout les chiites. En priorité les chiites. C'est vrai que même ceux qui partaient en 2012, en 2013, partaient dans l'idée de combattre des chiites avant toute chose. Pour certains, si j'ose dire, les chiites sont même une cible encore plus prioritaire que les Israéliens à leurs yeux. Juste un mot sur les femmes, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure. Il y a une particularité pour les femmes, c'est que les femmes, en tout cas pour ce qui est de l'État islamique, mais je crois que c'est la même chose pour tous les autres groupes rebelles côté syrien, elles ne combattent pas. Et c'est vrai que certaines étaient confrontées à l'ennui, à l'insécurité, c'est ce qui a pu expliquer certains retours. Mais effectivement, il y a une brigade, la brigade dont vous parliez, je ne savais pas qu'il y en avait une à Deir ez-Zor, parce que la situation militaire est quand même... Mais en tout cas, celle qui a été mise en place dans la ville de Raqqa, c'est une brigade qui est intégrée à la police islamique de la ville de Raqqa. Et donc, c'est des femmes qui sont chargées de faire appliquer la charia à d'autres femmes. Le simple but, c'est de faire appliquer la loi islamique, enfin leur conception de la loi islamique, sans mixité. En fait, quand on parle à des jeunes Français sur la situation là-bas, bizarrement, on a l'impression qu'ils sont quand même assez au fait de la situation militaire, en tout cas. Ils savent la différence entre les Kurdes de Syrie, les Kurdes irakiens. Ils savent que les groupes djihadistes, ils connaissent dans le détail la myriade de rébellions, de groupes rebelles syriens qui sont aujourd'hui très compliqués à saisir. Et donc, finalement, ils sont assez au fait de la situation militaire. Ils ont leurs propres canaux d'information. Ils s'informent évidemment en regardant la télévision, les journaux que tout le monde regarde, mais pour eux, ça c'est une source de médias mécréante. D'ailleurs, sur les forums, avant, il y avait toujours marqué Koufar source, quand ils reprennent une dépêche, une Reuters ou AFP, ça veut dire source mécréante, donc il fallait s'en méfier. Mais ils regardent quand même tout ce qui se passe. Mais eux s'informent en priorité par les canaux des branches médias officielles des groupes islamiques en particulier. Et ça, quand vous parlez avec les gens de leur habitude culturelle, même de leur habitude de divertissement, c'est fascinant dans le livre. Ce sont vraiment des jeunes Français. Il y a un couple, j'avais envie de dire un petit couple, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire en Syrie. J'ai des nouvelles d'eux. Vous avez des nouvelles d'eux. Alors eux, ils disent, on aime Breaking Bad, Lost, ils regardent les séries américaines. Simplement, comme ils sont obsédés par la mécréance, ils disent, on essaye en gros de passer les scènes un peu... De cacher certaines scènes. Voilà, de cacher certaines scènes parce que ça, on n'en veut pas. Enfin, voilà, ils ont une pratique culturelle comme ça, qui est celle de tout un chacun, j'ai envie de dire. Et ce qui m'a frappé aussi quand on lit les témoignages, c'est qu'il y a les caricatures de Charlie Hebdo. Vous en parlez, ou plutôt, ils vous en parlent. Ils en parlent comme une source d'humiliation pour eux, comme quelque chose qui les a évidemment choqués. D'ailleurs, ce couple, c'est un couple de jeunes Français qui est parti et qui a rejoint un groupe particulier qui était le groupe Ahrar al-Sham. Il y a très peu de Français qui sont partis dans ce groupe rebelle. Aujourd'hui, qui est un groupe rebelle en Syrie. Qui est un groupe rebelle en Syrie, qui est soutenu par les pays du Golfe et qui combat l'État islamique aujourd'hui. Donc il y a aussi des Français qui se font face, qui peuvent être amenés à se combattre sur le sol syrien. Et puis maintenant, ils ont rejoint la branche syrienne d'Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, et la jeune fille qui est partie donc, avec son enfant de 3 ans, elle est sur le point d'accoucher aujourd'hui à Alep, dans des conditions très compliquées, avec quasiment pas d'électricité, pas de chauffage, les barils d'explosifs qui tombent quasiment quotidiennement sur la ville. Donc c'est une situation très difficile. Et effectivement, avec ces gens-là, avec ce couple en particulier, on pouvait parler de la dernière série américaine. C'est des gens qui regardaient Breaking Bad. Et aujourd'hui, avec des jeunes Français qui sont à Raqqa dans un groupe rival, donc l'État islamique, on
Récemment, il y en a un qui me parlait du championnat de foot en France. Il me disait, oh, t'as vu, l'OM est numéro 1. Bon, c'était, je ne sais plus où ils en sont maintenant, mais enfin, c'était il y a quelques temps. Numéro 2. Pardon, numéro 2. Je dis, mais vous suivez. Il faudrait un peu refaire vos djihadistes. Vous suivez le foot? Oui, il m'a dit, il y en a qui sont arrivés avec le maillot du PSG, on n'arrête pas de se disputer à ce sujet. Donc, voilà. Il y a quand même un autre point qui est assez frappant dans vos deux livres, aussi bien sur les Français djihadistes que dans cette histoire, enfin dans ce parcours au sein de l'État islamique, c'est la prégnance d'une rage contre l'histoire coloniale. Et vous, Pierre-Jean Luzard, vous évoquez une image, je crois que c'est du 10 juin 2014, où sur un compte Twitter de l'EI apparaît, ça y est, enfin, on a brisé la frontière Sykes-Picot. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui mobilise comme histoire? Moi, ça m'a vaguement rappelé des très vagues souvenirs de livres d'histoire. C'est des accords franco-britanniques de 1916. Et donc là, on se dit, bon, et vous dites que vos djihadistes, c'est aussi quelque chose qui existe chez eux, quoi. Pourquoi, d'où ça vient? Ouais, je parlais tout à l'heure du temps court et du temps long. Alors, c'est vrai qu'il y a un discours de l'État islamique sur le temps long, dans la mesure où il relie l'effondrement actuel des États, le premier d'entre eux étant l'État irakien, à une histoire longue et donc à l'origine mandataire. Je rappelle que les États du Moyen-Orient sont des créations coloniales. Donc à l'issue de la Première Guerre mondiale, et que ce sont des États arabes croupions qui ont été fondés sous mandat britannique et sous mandat français, à la place d'une promesse qui avait été faite notamment par les Britanniques, de Sir Henry McMahon, au shérif Hussein de la Mecque, selon lesquels il y aurait un grand royaume arabe, donc incluant le Bilad el-Sham, c'est-à-dire la Grande Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie actuelle et une partie de l'Irak, et même que le califat ottoman pourrait être transféré, récupéré par les Arabes. Et on sait que la conférence de San Remo, donc, qui d'ailleurs s'est passée sans qu'il y ait un seul représentant arabe, a vu la répartition entre Français et Anglais, donc d'États, de mini-États, donc la Syrie amputée du Liban et même d'autant plus que le Liban avait été agrandi en Grand Liban, la Palestine, la Jordanie, voilà, avec des frontières artificielles. Et très vite aussi, ça alimente beaucoup le discours de l'État islamique. Oui, qui insiste sur la dimension transnationale. Ils ont créé une province province à mi-chemin, que à ces cheval. États mandataires s'adressaient beaucoup aux minorités. Et l'idée selon laquelle la majorité arabe sunnite a été lésée par une politique mandataire qui favorisait les chrétiens au Liban. Et vous savez qu'au moment de la fondation de la Syrie, il y a eu un État des Alaouites, il y a eu un État du Djebel Druze, la Syrie a été morcelée comme ça à l'infini. Voilà, il y a eu l'idée qui n'était pas totalement fondée en Syrie, parce que les Français n'ont pas fondé un État confessionnel en Syrie. Par contre, les Anglais ont fondé un État confessionnel sunnite en Irak. Là aussi, donc, ce tropisme envers les minorités, puisque les sunnites étaient minoritaires en Irak. Donc il y a bien l'idée d'effacer un siècle ou presque de création coloniale. Tout à fait, voilà. Il y a eu je pense que c'était un coup médiatique, puisque les accords Sykes-Picot, en l'occurrence, ne séparaient pas Mossoul d'Alep, qui était destiné à la zone d'influence française. Donc ils n'auront pas leur CAPES ni leur agrégation d'arabes, mais en tout état de cause, c'était symboliquement dire la vallée de l'Euphrate qui a été artificiellement coupée en deux, et c'est vrai qu'il y a une unité géographique, humaine, religieuse, ethnique, tribale, dans tous les sens du terme. Cette vallée de l'Euphrate, nous la réunifions pour la première fois depuis un siècle, et l'idée aussi selon laquelle les États en place qui ont été fondés par les puissances coloniales ont toujours été entre les mains de minorités, parce que justement c'était des créations coloniales et qu'ils n'ont jamais pu répondre aux désirs de la majorité
en l'occurrence arabes sunnites, ce qui n'est pas vrai en Irak. Hein, mais bon, on s'arrange avec l'histoire. Hein. David Thompson. Ouais, cette image d'un camion de l'État islamique et d'un bulldozer qui fait une brèche dans ce bout de terre de la frontière dite Sykes-Picot, c'est quelque chose qui a littéralement galvanisé tous les combattants de l'État islamique. Pour eux, en fait, c'était la preuve que le groupe était, pour reprendre leur expression, sur la voie prophétique, qu'il mettait un terme à un siècle de fausses frontières nationalistes. Pour eux, le nationalisme, c'est ce qu'on peut imaginer de pire, le nationalisme arabe. Et donc, pour eux, voilà, enfin, l'État islamique, un groupe islamiquement authentique dans leur conception de la religion, mettait fin à tout ça et commençait à réunir tous les Arabes, tous les musulmans dans une seule et même Oumma, la communauté musulmane. Et ça, avant même l'État islamique, avant même Jabhat al-Nusra, en Tunisie, je me souviens des djihadistes en 2011, me parlaient déjà des frontières de Sykes-Picot. Donc ça, c'est extrêmement fort dans leur esprit. Mais quand ils pensent frontière Sykes-Picot, ils ne pensent pas que la frontière entre la Syrie et l'Irak. Ils pensent beaucoup plus largement. Certains me disent de Tanger à Jakarta. Donc ils ont un projet qui est beaucoup plus large. Et vraiment, ça, c'est très fort dans leur idée. Et je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, je parlais à un Français qui revenait tout juste de Kobané. Il avait combattu un mois à Kobané, il était sur sa semaine de repos, parce qu'il y a des organisés comme pour une armée classique. Et je lui disais, mais comment toi, un Français qui a grandi en banlieue parisienne, tu peux aller combattre des Kurdes dans la ville de Kobané, comment tu expliques cela? Et il me disait, moi je suis pas français ici, je suis pas irakien, je suis pas syrien, je suis musulman. Et voilà, et cette idée de Sykes-Picot qui a été vraiment, c'est cette image qui a été tournée d'ailleurs pas n'importe comment, avec des appareils photo 5D, en multicaméra, elle a été reprise mais copieusement, et ça c'est un marqueur très fort dans l'esprit de tous les djihadistes de l'État islamique aujourd'hui. Alors pour comprendre ce qu'est l'État islamique, qui est déjà en soi le terme un coup de force, parce qu'ils ont imposé ce terme d'État, d'être plus qu'une organisation terroriste, il y a bien sûr cette idée de se territorialiser. Est-ce qu'on peut, Pierre-Jean Louisard, vous y venez à plusieurs reprises dans votre livre, décrypter les différences entre Al-Qaïda et l'État islamique ? Une des principales différences, c'est qu'Al-Qaïda n'avait pas véritablement de projet politique à court terme en Irak. En l'occurrence, je rappelle qu'Al-Qaïda est intégré à l'État islamique en Irak, hein, contrairement à la Syrie où les deux groupes se font face. Al-Qaïda en Irak est partie intégrante de cette mouvance qui a donné naissance à l'État islamique. Mais voilà, l'État islamique, contrairement à Al-Qaïda, a un projet de territorialisation, un projet étatique, ce qui n'était pas le cas d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, finalement, n'avait pas d'autre projet pour les Arabes sunnites d'Irak que de les utiliser comme chair à canon contre les Américains et contre les chiites. Alors que là, il y a véritablement un projet et un État avec des prétentions étatiques qui sont vérifiées sur le terrain, avec un pouvoir exécutif, donc à travers ce califat, même s'il n'est pas reconnu par les autorités religieuses sunnites dans le monde, avec un pouvoir judiciaire, puisqu'il y a des qadis, des juges religieux. Il n'y a pas de pouvoir législatif puisque la loi normalement est la charia, mais il y a une tentative d'instaurer un état de droit, c'est-à-dire un état de droit pas selon nos conceptions à nous, occidentaux ou celles de la communauté internationale, mais par exemple on lève les impôts et on bat monnaie, voilà, symboliquement, les impôts sont prélevés suivant des règles hein, qui sont les règles que l'État islamique s'imagine être celles des premiers États musulmans. Voilà, les minorités ne sont pas traitées de la même façon. Les chrétiens n'ont pas été traités en tant que gens du livre, donc dhimmi potentiels, comme l'ont été les yézidis, qui eux étaient des apostats et méritaient d'être tués. Ça, c'est un point important qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'État islamique a tellement tout fait pour apparaître comme le diable absolu, le mal absolu auprès des Occidentaux, que dans cette diabolisation compréhensible, hein, vu les actes de torture et d'exécution qu'on a pu voir, on ne voit pas que, même si elles sont aberrantes, l'État islamique obéit à des règles.
et ça se voit beaucoup sur le traitement des minorités. Parce que les chrétiens, qui peuvent être des gens du livre, donc à la fois des citoyens de seconde zone qui doivent payer un impôt, ne sont pas autant à supprimer, enfin ne sont pas forcément à supprimer, contrairement aux yézidis, aux chiites, qui sont de toute façon des scissions inacceptables, des hérétiques. Voilà, tout à fait. Les chrétiens ont été traités différemment. On leur a proposé des choix plutôt difficiles. Traités différemment, on ne peut pas dire bien traités. Mais voilà, ils avaient le choix entre la conversion, le fait de rester chrétien, mais accepter le statut de zimmi avec un impôt donc de protection qui est la jizya, ou bien l'exil, ou aussi la mort. Voilà, donc c'était les possibilités qui étaient laissées aux chrétiens. Et il y a eu d'ailleurs des différences de réaction. Les chrétiens qui étaient en situation très minoritaire, comme à Raqqa par exemple, ont finalement accepté parce que rejoindre les Alep ou Damas était pour eux impossible. Et leurs lieux de culte ont jusqu'à présent été respectés, alors que les chrétiens de Mossoul, à la suite d'une réunion des évêques des différentes confessions chrétiennes, ont choisi l'exil et sont partis massivement vers le Kurdistan. Est-ce qu'il y a une querelle sur l'efficacité, presque j'ai envie de dire, et la longévité de l'État islamique? Parce que j'entends parfois c'est exagéré, ils ne sont pas si forts que ça. Quand ils se sont attaqués à une armée bien entraînée, régulière, comme l'armée jordanienne, par exemple, ils s'étaient aventurés un peu trop loin. Les Jordaniens les ont mis en retraite sans coup férir et ils n'ont plus jamais insisté. Est-ce que vous pensez qu'on a tendance à exagérer ou à sous-estimer leur puissance ? Si vous voulez, le groupe, comme je l'ai dit, est fort de la faiblesse des autres, mais quand même, Falloujah est tombé en janvier 2014. Falloujah, c'est à quelques dizaines de kilomètres de Bagdad. Jamais le gouvernement central n'a réussi à remettre la main sur Falloujah. Au terme là, de mois de bombardement, les seuls territoires qui ont été repris à l'État islamique sont des territoires qui n'étaient pas arabes sunnites, qui étaient turkmènes ou kurdes ou mixtes. Donc ça veut bien dire que si l'État islamique a compris qu'il ne pourrait pas conquérir les régions chiites et kurdes, en revanche, le contraire est vrai aussi. On ne voit pas de victoire majeure contre l'État islamique pour une bonne raison, c'est que la base de l'État islamique est une base locale, tribale essentiellement. Mais ils ne paraissent plus en état de prendre Bagdad. Alors, ils ont essayé, il y a eu l'illusion que la prise de Bagdad était un objectif possible au mois de juin, au moment où il y a eu cette alliance ponctuelle avec les Kurdes, mais le retournement des Kurdes et la mobilisation généralisée des chiites avec l'appel au djihad d'Ayatollah Sistani, donc en juin, a constitué un véritable mur contre lequel les djihadistes se sont fracassés, et là ils ont dû refluer des régions et comprendre qu'ils devaient se contenter des régions arabes sunnites d'Irak. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut revenir. Déjà sur la différence dont on parlait, le Al-Qaïda, État islamique. Oui, moi, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que pour les Français djihadistes, ils font cette différence? Parce que quand on voit, parce que quand on voit les Kouachis se revendiquer plutôt d'Al-Qaïda, Koulibaly plutôt de l'État islamique, alors en passant là, plus par Al-Qaïda. Il y avait l'aspect lien d'amitié ou connexion personnelle à prendre en compte dans ce cas précis. Mais au départ, il s'agit simplement d'une querelle d'émirs. Il y a certes des différences doctrinales entre le sort réservé aux chiites, qui n'est pas le même chez Al-Qaïda que chez l'État islamique. Mais au départ, au printemps 2013, simplement ce qui se passe, c'est que Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de ce qui s'appelait à ce moment-là l'État islamique en Irak, révèle que Jabhat al-Nusra, élite de la rébellion syrienne à ce moment-là, militairement parlant, n'est autre qu'un groupe de chez lui qu'il a lui-même envoyé. Et il demande au chef de Jabhat al-Nusra, Abu Mohamed al-Jolani, d'officialiser cela et de lui prêter allégeance et de ne plus faire qu'un seul groupe qui serait l'État islamique en Irak et au Levant. Et à ce moment-là, le chef de Jabhat al-Nusra, qui a pris quand même une certaine importance en Syrie, dit non, pas question, moi je refuse de te prêter allégeance. Et il demande l'arbitrage du numéro 1 d'Al-Qaïda central, Ayman al-Zawahiri. Quelques jours plus tard, par voie de communiqué, tout ça c'est des communiqués officiels, Zawahiri répond non, je donne raison à Jabhat al-Nusra, j'en fais la branche
syrienne d'Al-Qaïda, Tanzim Qaïda fi Bilad Sham, ça veut dire Al-Qaïda au pays du Levant. Il demande à Abu Bakr al-Baghdadi de renvoyer ses hommes en Irak, rentrer en Irak, il leur a dit, et tout commence à ce moment-là. À partir de ce moment-là, les petits Français de l'État islamique disaient encore « Oui, Jabhat al-Nusra, ce sont des frères, on a quelques petites querelles entre nous. » Et puis au fur et à mesure, plus les mois ont passé, plus les frères sont devenus des apostats, et ça s'est transformé en guerre fratricide que Jabhat al-Nusra, on peut dire, a perdu aujourd'hui. Donc voilà. Et plus généralement, cette bataille, c'est en fait une querelle d'émirs pour le contrôle du leadership du djihad mondial entre Ayman al-Zawahiri, qui n'est plus une figure aimé des djihadistes de la nouvelle génération. Il est moins charismatique, il n'a pas fait de terrain comme Ben Laden. Donc ça reste une autorité religieuse, mais pas comme Abu Bakr al-Baghdadi, qui est un homme de terrain, qui va sur le front, parfois avec ses enfants. Enfin, en tout cas, c'est ce que la légende raconte. C'est la geste de l'État islamique. Donc il y a aussi cette bataille-là pour le leadership du djihad mondial entre les deux. Mais justement, sur cette geste un peu légendaire de al-Baghdadi, il y a quelque chose qu'on ne sait pas très bien, c'est qui dirige l'État islamique. Bon, il y a évidemment lui, mais après, est-ce qu'on sait, on parle d'anciens officiers sunnites de l'armée irakienne qu'aurait rejoint, mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur comment ça fonctionne concrètement, là, les instances dirigeantes ? Oui, la réalité du pouvoir du calife, puisqu'il s'est autoproclamé calife, et reste un point d'interrogation. Ce qui est remarquable, c'est que l'État islamique a réussi jusqu'à présent à occulter, s'il y en a, les divergences qui pouvaient se manifester entre les différents groupes. Et peut-être ce qui est très important pour comprendre pourquoi l'État islamique a réussi à occulter, s'il y en a, ou peut-être d'ailleurs qu'il n'y en a pas, ces divergences internes. Pour expliquer cela, il faut se référer à la façon dont l'État islamique gère les villes et les villages. C'est-à-dire que, contrairement à Al-Qaïda aussi, c'est une grande différence, l'État islamique a remis le pouvoir dans chaque ville aux acteurs locaux, aux chefs de tribus, aux chefs de quartier, aux chefs de clans. Et par exemple, quand Falloujah et Mossoul sont tombés aux mains de l'État islamique, dès le lendemain ou le surlendemain, il y a eu une remise officielle du pouvoir à des milices locales, et les miliciens de l'État islamique ont évacué la ville pour défendre les environs de la ville. Mais il y a une autonomie, ce qui est un peu l'idéal de chaque groupe tribal, qui gère donc son quartier, qui gère sa ville, son village, comme il l'entend. Mais on sait quelque chose quand même des réactions des populations locales face à l'instauration de la charia, de tout ce qui est quand même imposé par l'État islamique, même s'ils remettent le pouvoir à des chefs locaux. Voilà, est-ce qu'on sait comment réagissent les populations de base ? Ce qui est clair, c'est que quand l'État islamique a investi les principales villes arabes sunnites d'Irak, la majorité de la population n'était pas salafiste ni djihadiste. Une partie, surtout à Mossoul, a préféré quitter la ville et se réfugier au Kurdistan. Mais il y a eu au début, au-delà de cette passivité, une acceptation de ce que j'appelle une labellisation État islamique, c'est-à-dire face au désespoir qui était celui des Arabes sunnites par rapport au sort qui était le leur dans le contexte des institutions irakiennes. Ils se sont dit, voilà, on va avoir une vitrine politique qui va nous unifier, et dans la mesure où ils n'avaient pas d'autre vitrine politique que l'État islamique. Et c'est seulement au fil du temps, au fil d'une prise de conscience qui est devenue maintenant majoritaire, à savoir le fait qu'il n'avait pas d'avenir dans l'État irakien tel qu'il est aujourd'hui, que cette simple labellisation est devenue une adhésion partielle, mais de moins en moins partielle d'ailleurs. David Thompson. Oui, je trouve que c'est très juste quand vous dites que l'État islamique a su profiter de la faiblesse des autres forces en présence. Vous citez la prise de Falloujah en janvier 2014, qui est passée totalement inaperçue aux yeux des médias du monde entier. 6 mois plus tard, prise de Mossoul, presque sans aucun combat. Pourtant, le ratio des forces était totalement en défaveur de l'État islamique. On avait quelques milliers de combattants qui sont rentrés dans Mossoul. Je parle sous votre contrôle. Je ne sais pas combien de soldats irakiens protégeaient la ville, mais plusieurs dizaines de milliers.
L'armée irakienne était en grande partie une armée fantôme parce que c'est une armée de la corruption et une pratique s'était généralisée, à savoir que les soldats laissaient une partie de leurs soldes à leurs supérieurs pour ne pas être des soldats effectifs dans l'armée et que ce système-là a abouti au fait que sur le papier, il y avait 30 000 soldats qui défendaient Mossoul. En réalité, ils étaient moins de 10 000. Il y a aussi un autre aspect sur cette bataille de Mossoul qui est peut-être intéressant, mais je ne sais pas si là vous serez d'accord avec moi, mais 4 jours avant la prise de Mossoul, l'État islamique diffuse une vidéo qui s'appelle Salil Sawarim 4. Qui est en fait le blockbuster de l'État islamique. Cette vidéo, c'est 1h20, c'était la première vidéo donc, où on voyait ces fameuses vidéos réalisées parfaitement, etc., avec une cinématographie, les codes cinématographiques occidentaux. Et pendant 1h10, 1h20, on a uniquement des attentats, des assassinats ciblés, tout est filmé en multicaméra et on voit qui se faire assassiner, des soldats chiites du régime irakien. Et il n'est pas impossible de penser que ce genre de vidéo, et en tout cas celle-ci en particulier, peut avoir un effet de terreur sur l'armée irakienne qui l'a poussé à fuir, à ne pas combattre quand l'État islamique est arrivé. Et si on part quand même de ce que vous dites tous les deux, c'est que au fond, l'essor de l'État islamique n'est pas lié du tout seulement à sa puissance militaire, mais aussi aux conditions de la région. Ça pose la question, alors comment est-ce qu'on le combat maintenant que le piège s'est refermé ? Nous n'avons pas de stratégie, a dit Barack Obama. Je pense que ça résume la situation. Oui, c'est une question récurrente et à laquelle il n'est pas facile de répondre. La puissance de l'État islamique n'est pas militaire. Hein. Là, on ne vaincra pas l'État islamique militairement. Peut-être une piste serait de trouver le moyen de dissocier ce qui est la base politique aujourd'hui de l'État islamique, de cette organisation, en proposant, en l'occurrence aux Arabes sunnites d'Irak, une issue politique. Hein. Une issue politique qui ne soit pas le retour dans le giron d'un Irak dont ils ne veulent plus, parce qu'ils ne le dirigent plus. Les Arabes sunnites ont dirigé à Bagdad depuis toujours et apparemment, donc, ils ne sont pas prêts à accepter le statut d'une minorité dans le cadre de cet État. Donc, il vaudrait à une partition. Alors, je crois que de toute façon, les frontières vont être redessinées et que la communauté internationale, par exemple, pourrait s'engager par des promesses qu'elle tiendrait cette fois-ci à une sorte de contre-conférence de San Remo où on s'engagerait à consulter les populations et cette fois-ci à respecter leurs désirs. Bon, par exemple, si les gens de Deir ez-Zor et de Raqqa veulent rejoindre leurs frères en arabité, en islam du côté irakien, c'est vrai que cette frontière est totalement artificielle. Toutes les frontières de la région sont artificielles et elles ont été, elles sont devenues des frontières dans le cadre d'États forteresses qui ont toujours été des États qui n'ont pas su générer une citoyenneté partagée. Et c'est bien là le problème. Mais il se trouve que là, je crois que c'était au Parlement, la France vient de voter la poursuite des bombardements de l'État islamique. Quelle est l'efficacité de ces bombardements ? Pour le dire de façon triviale, est-ce que ces bombardements leur font mal quand même ? Ah oui, quand même. Hein. Les bombardements, pas tellement les Français, parce qu'on ne bombarde, je crois, que 2 fois par semaine, mais surtout les bombardements américains. Les bombardements américains ont permis de sauver Kobané et ont permis des offensives limitées des Kurdes dans le Jebel Sinjar et dans la région de Mossoul et dans la province de Diyala. Donc ces bombardements permettent de contenir l'État islamique, mais simplement de le contenir. En revanche, ils ne permettront pas une reconquête. Ils ne permettront pas une reconquête, d'autant plus qu'on délègue sur le terrain à des forces, les Kurdes en l'occurrence et l'armée irakienne, qui sont elles-mêmes les premières responsables de l'éclatement de l'État irakien. Mais est-ce que du coup une intervention au sol vous semble évitable et qu'est-ce qu'elle permettrait, ne permettrait pas ?
Non, je pense qu'une intervention au sol est inévitable si l'on veut effectivement contrer l'État islamique et le vaincre. On ne fera pas l'économie d'une guerre au sol. Encore faudrait-il avoir un projet politique. Encore faudrait-il avoir un projet politique et cette guerre au sol devrait être couplée avec voilà, ce que j'évoquais, c'est-à-dire une issue politique pour ceux qui aujourd'hui font confiance à l'État islamique. C'est un point important, ça, David Thompson, même si c'est effectivement 2 fois par semaine et même s'il y a un côté force symbolique du rôle de la France dans cette affaire, le fait quand même que la France soit en guerre, officiellement, avec une coalition. Comment c'est perçu par les gens que vous rencontrez ? Juste avant que la coalition n'intervienne, j'étais en contact avec un Français de l'État islamique qui voulait rentrer. Il était blessé. Et au moment de l'intervention, il m'a dit non, finalement, je reste. Car encore une fois, ça prouve que, à leurs yeux, le groupe est sur la voie annoncée par des siècles de prophéties. Pourquoi ? Parce qu'il se réfère à un hadith, donc un texte de la tradition prophétique, qui disait qu'une fois que le califat serait créé, une grande coalition internationale se mettrait sur pied pour les combattre, avec 80 étendards, et sous chaque étendard, 12 000 combattants. Et ce hadith-là, ce jeune me le citait en 2012 dans un café parisien, avant de rejoindre la région où il est en ce moment. Et il me dit, comme ça, il me rappelle, il me dit, mais tu te souviens, je te parlais de ce hadith. Tu vois, c'est la preuve qu'on a raison. Donc voilà le genre d'impact que la coalition a pu avoir sur ses combattants. Plus généralement, l'intervention occidentale, eh ben, elle a fait passer le groupe d'une stratégie qui était purement régionale sur la construction de cet État transnational entre l'Irak et la Syrie à une stratégie de djihad global qui n'était pas la sienne jusqu'à maintenant, même si on peut considérer que c'était dans son ADN. Tous les jeunes qui sont partis rejoindre l'État islamique, avant de partir, ils avaient déjà cette idée de vouloir réaliser des attentats en France. Mais ils partaient là-bas avec cette idée de construire le califat. Donc voilà. L'intervention militairement sur le terrain, effectivement, elle a contenu l'avancée. Elle n'a pas fait reculer l'État islamique. Peut-être un petit peu à Kobané, sur le barrage de Mossoul, c'est les 2 seuls, on va dire, demi-victoires de la coalition. Mais l'État islamique garde ses positions aujourd'hui. Et il s'étend. C'est son slogan, Baqiya. C'est s'étendre et demeurer. Il s'étend où ? Il s'étend beaucoup en Libye aujourd'hui. La branche libyenne de l'État islamique a été annoncée en octobre, allégeance validée par le calife Abou Bakr al-Baghdadi en novembre. Depuis le mois de novembre, 2 attentats dans la capitale libyenne de Tripoli, des opérations revendiquées dans le sud de la Libye, 21 coptes enlevés dans la ville de Sirte. Donc les choses vont très vite pour l'État islamique en Libye et donc il n'a pas qu'une stratégie au Levant. Sa stratégie, c'est de s'étendre et je pense que maintenant on est dans une stratégie maghrébine et une stratégie aussi sahélienne. Non, mais c'est une question qu'on se pose en lisant votre livre à 1 an d'écart, enfin qui a été écrit à peu près une année, c'est de savoir, parce que vous avez continué à leur parler, à ces 18 djihadistes que vous interviewez dans le livre, ils sont effectivement dans ce qu'on peut appeler une grande dynamique. Parce que c'est vrai qu'on avait aussi l'impression que vous dites que voilà, le slogan de l'État islamique c'est s'étendre, mais qu'effectivement à Mossoul, à Kobané, ils étaient plus depuis, disons, cet été, l'été 2014, plus dans le grand moment d'extension qu'on avait vu entre janvier 2014 et 29 juin 2014, quand le califat est proclamé, aussi un peu comme une sanction de la fin de la grande extension. Ben oui, l'extension, clairement, elle est stoppée. C'est aussi pour ça que dans ses derniers messages, Abou Bakr al-Baghdadi appelle tous les partisans éventuels de l'État islamique à rejoindre les branches régionales qui sont les plus proches d'eux. Il y en a une en Algérie qui est groupusculaire, qui a assassiné le Français Hervé Gourdel. Il y en a une en Égypte, dans le Sinaï, qui est beaucoup moins groupusculaire. Il y en a une en Libye qui est la seule où ils contrôlent un territoire comme en Syrie et comme en Irak, autour de la ville de Derna, même si là ils sont contestés par d'autres groupes djihadistes qui sont plutôt de l'époque Afghanistan, plutôt cette génération de djihadistes libyens. Donc la progression continue. Et aujourd'hui, c'est devenu une question de sécurité nationale. Des choses qui se passent dans la région du Levant, c'est un problème de sécurité nationale pour tous les pays européens aujourd'hui. Mais quand vous êtes en contact avec eux, ils disent c'est quoi leur prochain projet ? Ça dépend lesquels. Mais en fait, il faut aussi imaginer que donc, les jeunes avec qui j'ai réalisé ces entretiens,
tous ne partagent pas les convictions de l'État islamique. Certains sont encore à combattre l'État islamique. Certains sont même rentrés en France en raison de ces combats. Plusieurs sont en prison aujourd'hui parce qu'ils se sont retrouvés, ils ont refusé de prendre les armes face à des gens qu'ils considéraient comme des frères d'armes, d'autres djihadistes. Même l'histoire de deux copains qui sont partis ensemble, qui se sont chacun retrouvés dans une brigade rivale. L'un est rentré en France, il est aujourd'hui en prison, et l'autre aujourd'hui au sein du groupe État islamique. Et le Yémen? Alors le Yémen, c'est vrai que le Yémen, pour être franc, on avait complètement oublié le Yémen et la capacité de nuisance d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, c'est vrai. D'abord parce que très peu de Français se sont rendus là-bas, mais c'est vrai aussi que sur l'aspect yéménite que j'évoque dans le livre, c'est la personnalité d'Anwar al-Awlaki. Anwar al-Awlaki, c'était la vitrine médiatique d'ACPA. C'est un imam américano-yéménite qui a eu une influence très très importante sur les djihadistes de la planète, puisque c'était lui le premier qui a investi Internet et qui a dit, qui a écrit un livre qui s'appelle les 44 voies pour soutenir le djihad, et dans l'un de ses chapitres, c'était djihad.com, et il incitait les jeunes à faire des blogs. C'était ça, c'est texto, c'est écrit comme ça. Faites des blogs, faites des chaînes de mails, faites des forums. Bon, on était à la fin des années 90. Et c'est lui qui a commencé, qui a été le premier à avoir une chaîne YouTube, à faire des prêches en anglais parfaitement accessibles à un public occidental. Les chaînes arabes l'avaient baptisé le Ben Laden du web. Et c'est lui qui a inauguré cette génération-là. Parce que là, ils se sont quand même pas précipités, parce qu'il y a eu un temps de latence, mais quand même, il y a eu une revendication claire et formelle de Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui a revendiqué donc les exécutions et les attentats parisiens. Alors, donc du point de vue de la propagande, de leur point de vue, ils ont frappé l'ennemi à Paris, en plein cœur, 17 morts, enfin... Ce qui est intéressant, justement, tout à l'heure, vous évoquiez une sorte d'opération mixte État islamique, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. En fait, dans le communiqué de revendication, ACPA revendique très précisément l'attentat de Charlie Hebdo. Et il parle du Moudjahid Koulibaly, qui a réalisé une opération conjointe. Sous-entendu, ACPA revendique l'action contre Charlie Hebdo, mais les actions de Koulibaly se sont greffées sur celles de Charlie Hebdo, des frères Kouachi, à la faveur, c'est ce qu'on peut déduire, de leur lien d'amitié qui était un peu moins ancien que les liens entre les Kouachi et ACPA. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Il est 20h, on va se retrouver dans une demi-heure à 20h30 avec Edoui Plenel pour notre grand débat que nous avons intitulé « La République, l'Islam et la laïcité ». On va discuter avec des politiques, qui seront des femmes d'ailleurs, pour une fois, un juriste, des intellectuels, des chercheurs. Et au milieu de tout ce beau monde, eh bien, vous retrouverez Benjamin Stora, Régis Debray ou encore Edgar Morin. Ça commencera dans un peu plus de 30 minutes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à Joseph d'avoir mené ce débat avec moi. À tout de suite. J'ai évidemment oublié de vous dire l'essentiel, c'est que l'offre de la soirée d'abonnement à Mediapart, c'est 25 € pour 4 mois. Les 10 premiers abonnés gagnent ce livre. Qu'ont-ils fait de nos espoirs? Faits et gestes de la présidence Hollande. Ça sort chez Don Quichotte aujourd'hui en librairie. Et les 30 suivants n'auront qu'un t-shirt. À tout de suite. Merci.